Kulthum, c'est non seulement l'Égypte, mais c'est tout l'Orient, tout le monde arabe. Et encore, ça va peut-être plus loin, je ne sais pas, mais je suis sûr que Kulthum, c'est la personne la plus célèbre qu'on ait jamais eue dans cette partie du monde. Dans tout le Moyen-Orient, il n'y aura jamais l'égal de Kulthum. Comme dans tout le Moyen-Orient, tous les pays arabes, Israël, tout le Maghreb jusqu'à la Mauritanie, les jeudis soirs, la nuit, on entendait une seule voix. On aurait pu prendre une jeep ou faire le tour de tous ces pays. On entend une seule voix dans la nuit, C'était dans les radios crachotantes, dans les souks. Le jeudi soir, par exemple, c'était le jeudi Kulthum. Toute la Médina s'arrêtait et écoutait Kulthum au Maroc. C'est une figure qui était là. Pendant plus de 40 ans, c'est une chanteuse qui, à elle seule, a incarné par son talent et par sa personnalité une certaine manière d'être arabe au XXe siècle. Adulée par le peuple, admirée par les riches et les puissants, et notamment par le leader égyptien Nasser qu'elle a passionnément soutenu, Kulthum n'est pas seulement la plus grande musicienne arabe du XXe siècle. Elle est également celle qui, issue du peuple égyptien, a su l'accompagner tout au long d'une époque et à chaque instant de sa vie quotidienne. C'est pour lui d'abord qu'elle a chanté non seulement l'amour, mais aussi tous les drames et les espoirs d'un pays, jusqu'à devenir, pour des dizaines de millions d'Arabes, un symbole puissant et incomparable. Elle adorait les Égyptiens. Elle dit, regarde comme ils sont sympathiques, regarde comme ils sont beaux, regarde comme le Nil est une mer chez nous, c'est pas un fleuve. Écoute, je suis allée à Paris, j'ai vu la Seine, elle est noire, alors que chez nous, il est bleu, le Nil. À sa façon, elle avait aboli toutes les frontières. Elle n'était pas une chanteuse égyptienne. Hein, c'était la voix arabe. Et ça c'était très très fort. C'était une figure, une déesse presque, une idole. Là, ça prend vraiment son sens. Ici, la radio des chansons depuis le Caire. Comme chaque soir, on se retrouve autour d'elle, celle qui a rassemblé tous les Arabes depuis l'Atlantique jusqu'au Golfe et qui les réunit à travers le temps. De son vivant, c'était le premier jeudi de chaque mois. Et aujourd'hui, c'est à 23 h sur la radio des chansons. Je vous laisse avec l'astre de l'Orient, le monument Kulthum, qui chante « Loin de toi ». غلبني الشوق وغلبني وليل البعد دوبني ومهما البعد حيرني ومهما السهد سهرني لطول بعدك يغيرني ولا الأيام بتبعدني بعيد عنك نسيت النوم وأحلامه نسيت ليالي وأيامه نسيت النوم وأحلامه نسيت ليالي وأيامه بعيد عنك. Je suis égyptien, quand j'arrive en France, je vois l'Algérien, le Marocain, le Tunisien. Des fois, je comprends pas quand il y a un Algérien, il parle avec moi, avec l'accent algérien, parce qu'il y a quelques mots différents. Mais je trouve tout. L'Algérien, il écoute Kulthum. Le Tunisien, il écoute Kulthum. Kulthum, c'est pas pour l'Égyptien, c'est pour le monde entier. C'est exact, c'est exact, voilà. Exact. C'est pour le monde entier. C'est pour tout le peuple arabe, je pense. Pour le vieux, pour nous, il n'est pas mort encore. J'imagine, pour les jeunes non plus, c'est pas encore mort, quoi. Ça sera jamais mort, de toute façon. Il va rester tout le temps, les disques et tout ça, et les chansons, il va rester toujours. Hein.
au début du XXe siècle à Tamae Zahera, un petit village du delta du Nil, Kalsoum est la fille d'un imam qui l'initie dès l'enfance à la psalmodie du Coran, un art vocal virtuose dans lequel elle excelle. Elle y acquiert une musicalité et une diction parfaites et devient pour le voisinage un véritable phénomène. Grâce à son talent, elle est ainsi la première petite fille de son village admise à fréquenter le Koteb, l'école religieuse. Elle est bientôt célèbre dans toute la région où elle se produit, vêtue en garçon, à l'occasion des fêtes et des mariages. D'abord, sa vie est un conte de fées, c'est-à-dire que c'est une petite fille de la campagne, de fermier, dont le père est imam, et de son petit village. Elle passe à la cour du roi, et on l'entend à la cour du roi, quoi. Remarquée par le grand musicien Cheikh Aboul Ala lors d'un concert, Kalsoum part avec lui au Caire, accompagnée de son père et de son frère. La jeune paysanne y impose un style totalement inédit. Il va devoir essayer de se situer par rapport à la scène musicale kérote des années 20 et trouver son créneau, trouver son originalité. Alors effectivement, tout le monde connaît le début Kalsoum grimée en bédouin, grimée en garçon bédouin ou en bédouine. C'est même pas si évident d'ailleurs qu'elle joue sur une ambiguïté entre garçon et fille. Mais elle va toujours jouer sur un positionnement différent des autres chanteuses. D'abord, les autres chanteuses sont des citadines, très souvent ayant des chansons dans lesquelles elles mettent en exergue un certain libertinage, qu'il soit réel ou qu'il soit simplement un libertinage de personnages de chansons. C'est pas un sexe symbole, au début elle est assez ronde, etc. Et elle impose un style sévère, quoi. Mais c'est là où la force de la chose, c'est qu'elle s'impose par sa voix. Dans les années 20, l'Égypte est encore dominée par les Anglais. Mais le Caire connaît une effervescence politique et artistique sans précédent. Kalsoum est bientôt introduite dans les cercles de l'élite intellectuelle, dont les idées modernistes et laïques favorisent son émancipation et contribuent à développer chez elle un fervent nationalisme anticolonial. Elle est choisie comme vecteur par les intellectuels qui l'entourent. Elle est formée par des musiciens, elle est formée par des poètes, elle est protégée par une riche famille réformiste au début de son arrivée au Caire, la famille des Abd al-Raz. C'est une femme sur laquelle on fait un pari. Donc elle parvient à s'émanciper de la tutelle du père, de la tutelle du frère, aussi parce qu'elle est choisie par tous ces réformistes et tous ces intellectuels pour être la personnification de cette capacité de la paysanne à devenir une femme du monde, une femme universelle. Un temps contesté par des chanteuses au registre plus léger, le style Kalsoum s'impose en quelques années comme la référence du chant égyptien. Après, c'est un boulevard pour elle. Elle n'a plus de compétition et même de très belles femmes avec de très belles voix comme la célèbre Asmahan sont une fausse compétition sur Kalsoum. Elle ne joue pas en réalité sur le même créneau. Au début des années 30, la paysanne s'est transformée en une citadine moderne et émancipée. Unanimement reconnue comme la plus grande chanteuse d'Égypte, elle est choisie pour inaugurer en 1934 la première émission de la radio nationale. Elle signe un contrat qui lui assure une diffusion en direct tous les premiers jeudis de chaque mois. Un rendez-vous avec son public qu'elle honorera pendant presque 40 ans. Elle prend l'habitude d'y enregistrer des chansons qui peuvent durer près d'1 heure et qui deviennent sa marque de fabrique. Succédant au roi Fouad, l'accession au pouvoir du prince Farouk en 1936 laisse espérer un retrait des Anglais d'Égypte. Un espoir vite déçu, mais qui offre à Kalsoum l'occasion de s'illustrer dans un style qu'elle pratiquera tout au long de sa vie, le chant patriotique. Il y a en fait 3 types de chansons Kalsoum. Il y a les chansons sentimentales, les chansons religieuses et les chansons nationalistes. On ne peut pas imaginer ce pays sans, justement, ces chants patriotiques qui ont aussi fortement marqué les mémoires. Et même chose pour les chants religieux. Les chants religieux Kalsoum sont également une signature de l'identité nationale. À la même époque, le Caire s'impose comme la capitale artistique et culturelle de l'ensemble du monde arabe. Le rayonnement culturel de son pays contribue à faire connaître Kalsoum au-delà des frontières de l'Égypte. L'essor de l'industrie cinématographique égyptienne permettra également à Kalsoum de mener, à côté de sa carrière musicale, une brève carrière d'actrice de cinéma.
Mais c'est sur scène que le talent d'Oum Kalsoum prend toute sa mesure. Au cours de récitals qui peuvent durer plus de 5 heures, ses performances hypnotisent littéralement un public qui se presse pour l'admirer et l'élever au rang d'une véritable idole. Au naturel, on se dit, mais je suis personne. Peut-être même petite, minable, insignifiante. Je dis, c'est ça, Oum Kalsoum, c'est pas possible. Et alors, quand elle montait sur scène, je te jure que je ne sais pas du tout si c'est un don du ciel ou si c'est sa voix qui faisait qu'elle devenait grande. Je ne peux pas dire belle, mais imposante. Qu'elle devenait, comme les pharaons qui se respectent, pharaonique. Elle bouge, frappe la mesure avec le pied, sourit, lève les mains au ciel, baisse les mains. Il y a quelque chose qui se rapprochait de Piaf chez Oum Kalsoum. Cette capacité qu'un corps puisse exprimer dans le moindre geste le sentiment. C'est un être théâtral, c'est un génie de l'interprétation et c'est de là que vient son charisme sur scène. Elle se mettait dans une transe. Elle commençait sa chanson, n'est-ce pas? Et puis, quelque chose lui arrivait. Elle commençait alors à changer, à faire des variations sur la musique. Elle disait les phrases 10 fois, 12 fois, d'une façon différente à chaque fois. Et alors les gens devenaient fous. Il y a la partition, la partie obligée, et tout d'un coup, elle s'en va, et les gens vont être emportés parce qu'elle aura fait ce moment, elle aura improvisé à ce moment-là quelque chose qui est de l'ordre de la grâce. Comme quand vous avez un chagrin d'amour, votre cerveau est paralysé, il tourne autour d'une même phrase toute la nuit, la même souffrance, et ces morceaux suivent la souffrance, comme ça, comme dans le blues ou le flamenco, qui sont des musiques de la souffrance. C'est des reprises de phrasés musicaux qui sont, à chaque fois où il y a une touche, un petit détail qui entre, et ça continue. Et le public était extrêmement conscient de cela. Le public réagit à la seconde, chaque fois qu'elle ajoute une touche. C'est-à-dire que c'est un public qui est terriblement érudit musicalement. Même si quelqu'un ne sait pas lire, vous avez des gens qui applaudissent tous ensemble parce qu'ils n'ont pas besoin de voir quelqu'un d'éclairé applaudit comme ici pour que les snobs applaudissent derrière. Là, c'est vraiment... Quand elle a fait une phrase musicale particulièrement profonde, extraordinaire, invocatrice, il y a un « ah » qui monte de la foule comme un seul homme. Il y a un terme en arabe qui exprime cet état qui est ce qu'on appelle le tarab. Et bon, certains traduiront ça par l'extase musicale ou un émerveillement. C'est-à-dire que la chanteuse ou le chanteur peut avoir le tarab, ça veut dire l'esprit, quoi. Il peut être pris, il peut être emporté, avoir suffisamment de maîtrise et d'abandon pour que vienne ce moment paradoxal d'abandon et de maîtrise où la chose est magique, se passe et on dit oui, c'est bon, tu l'as, quoi. Oui, merci. Tu vois, je te remercie de me l'avoir fait, quoi. Au fur et à mesure que ça montait, les frontières entre les gens, les frontières sociales, je veux dire, commençaient un peu à se confondre. Des femmes qui se levaient
ce qui est un signe quand même de très, très grande intimité en public et qui défaisait leur chevelure, ce qu'on fait d'habitude quand on va au lit. J'ai vu sur les murs des remparts de la citadelle, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, je voyais toute la gendarmerie qui se déhanchait sur les murs. Et donc il y avait cette ambiance qui était très très belle. Sollicitée par tous les poètes et les musiciens du Caire, Kalsoum s'assure la collaboration des plus grands. Elle réunit autour d'elle des musiciens comme Mahmoud El-Kasabghi, Zakaria Ahmed, Riyad Sumbati et plus tard Mohamed Abdel Wahab. Elle chante les textes de grands poètes comme Ahmed Shawki et Ahmed Rami. Autour Kalsoum, il y avait toute une équipe, un vrai groupe de travail. Et cette équipe était d'une telle qualité qu'il serait impossible aujourd'hui d'en trouver une du même niveau. Kalsoum, qui ne compose pas ses chansons et n'en écrit pas non plus les textes, devient pourtant la musicienne la plus respectée du pays. Outre sa voix hors du commun, elle tire sa supériorité du talent d'improvisation qu'elle a acquis en psalmodiant le Coran. Dans la psalmodie du Coran, il y a une musicalité bien particulière. Celui qui maîtrise ce genre de technique, ensuite, il peut tout faire. C'est d'ailleurs le problème de ceux qui ont appris à écrire la musique au conservatoire. C'est très dur pour eux de maîtriser cette technique-là. Il faut vraiment l'avoir apprise avec un maître religieux, parce que ce n'est pas possible de la réduire ni de faire entrer cet art dans un moule. Elle a tellement travaillé la musique, elle a autant de feeling qu'un musicien de jazz. Elle connaît la musique parfaitement, elle sait très bien ce qui se passe derrière, c'est comme un chef d'orchestre. Mais comme Maria Callas, elle privilégie le sentiment. C'était une sorte de compositeur, parce qu'elle recréait pratiquement les chansons, parce qu'à un moment donné, elle pouvait partir sur un passage, l'improviser, faire des variations sur le thème, et c'était de la composition, quoi. C'était une recréation. Kalsoum ne se contentait pas de recevoir les poèmes et de les chanter. Elle changeait parfois des mots. Il lui arrivait de suggérer des changements dans les vers que lui proposait Ahmed Rami, par exemple. Elle avait vraiment un rôle actif dans l'écriture. Il y a une sorte de trinité qui est faite du texte, de la musique et de sa voix. Et il y a une fusion. Il est très, très difficile avec elle de dire on va parler des paroles, non, on va parler des thèmes musicaux, non, on va parler de sa façon de chanter. Il y a une fusion quand même qui est magnifique, et tout son art était dans cette fusion. C'est une seule chose, Kalsoum. Kalsoum, en fait, elle fait du bien à ton esprit. Elle te donne envie de l'écouter, tu vois. Mais c'est surtout le jeudi soir, le jeudi. Parce que le jeudi, c'est la veille du vendredi. Et le vendredi, chez nous, on ne travaille pas. Alors c'est le jour où on l'écoute. Allez, viens, je t'emmène au café des chauffeurs de taxi. C'est là qu'il joue au domino et qu'il chante. C'est là, alors on y va ? Bonjour, bonjour. J'ai une question. D'après vous, quel est le pourcentage du peuple égyptien qui aime Kalsoum ? Bah écoute, moi je dirais vraiment tout le monde. Tout le monde, je dirais 100%. Ah bon, moi j'avais dit 75%. Oh, moi je dirais plus de 95%. Oui, au moins 95%. Bon, ça va, j'ai compris. Alors on n'a qu'à dire 100%. C'est moi qui me suis trompé, j'avoue, c'est ma faute. Pour les gens comme nous, Kalsoum, c'est un peu comme une nourriture. Tu veux dire comme un repas ? Oui, c'est ça. Elle te nourrit. Et après, c'est comme si tu étais rassasié. Alors tu peux ne pas dîner ? Bien sûr, Kalsoum peut me suffire. Tu sais, moi, pendant 20 ans, tous les soirs,
Je ne pouvais pas m'endormir avant d'avoir écouté Kalsoum. Elle a éduqué des générations entières. Et les générations actuelles, elles sont marquées par Kalsoum? Oui, et ça sera pareil pour les suivantes. À l'époque, j'allais souvent dans un café très populaire d'Alexandrie. Aucun des habitués ne savait ni lire ni écrire. Un soir, quand la radio s'est mise à diffuser un poème du Moyen-Âge chanté par Kalsoum, alors que certains jouaient aux cartes, que d'autres jouaient au domino, je me souviens que plusieurs clients se sont levés en criant « Taisez-vous! Vous n'avez vraiment aucun respect! Vous n'entendez pas la dame chanter ?» Et l'un d'eux s'est mis à réciter le poème. Dans sa carrière, elle a chanté des poèmes. Et elle a, de cette façon, appris au peuple la langue arabe. Les gens comprenaient. Ils comprenaient, même s'ils ne comprenaient pas, parce qu'il fallait qu'ils comprennent. Et donc, ils apprenaient l'arabe pour comprendre ce qu'elle disait. Il n'y avait pas de télévision à l'époque. Et quand j'étais enfant, je l'écoutais comme tout le monde à la radio. J'apprenais par cœur toutes ces chansons et tous ces poèmes qui étaient magnifiques. Pour entendre Kalsoum, il fallait attendre le premier jeudi de chaque mois. Et c'est à la radio qu'elle passait. Et on ne savait pas quelle chanson elle allait chanter. Comme à l'époque, on n'avait pas la liberté de sortir avec les filles. Alors c'était toujours des chansons qui vous brisaient le cœur, tellement c'était de l'amour toujours malheureux, puisqu'on ne se voyait pas, puisqu'on n'arrivait pas à se toucher. Elle nourrissait ce rêve qu'on avait d'être un jour avec une femme. Elle représentait l'envie d'aimer. Il ne faut pas oublier une chose qui n'est pas un détail. C'était une femme, ce n'était pas un chanteur. Et ça aussi, c'était quelque chose. Dans cette société quand même très patriarcale, hein, très masculine, qu'on le veuille ou non, l'idole est une femme. Il y a toujours une chanteuse emblématique, hein, mais dans le monde arabe encore plus, parce que la femme parle peu, au fond. Et tout d'un coup, en voilà une qui parle, en voilà une qui chante, en voilà une qui sent, qui ressent, et qui peut le dire publiquement. Elle s'appelait la mère. Kalsoum. Et donc, elle était comme la Vierge Marie. Je veux dire, elle a un statut à part, quoi. Elle a un statut très très fou, où effectivement, il va y avoir une rencontre du sacré et de l'érotisme. Mais elle le fait avec une telle exigence. À partir de là, c'est une grande artiste. À partir de là, elle est sacralisée. Installée dans une luxueuse villa du quartier de Zamalek en plein cœur du Caire, Kalsoum est devenue un véritable symbole national. Elle occupe, dans l'imaginaire arabe, un statut à part. Kalsoum, en fait, c'était comme un État dans l'État. Un kidam passant dans le quartier de Zamalek avait été mordu par un chien et s'était plaint aussitôt à la gendarmerie en se demandant mais comment se fait-il qu'on laisse ainsi les chiens mordre les gens dans la rue, et on s'était aperçu que c'était le chien de Madame Kalsoum. Et aussitôt, et là l'histoire est authentique, le procureur ou le substitut du procureur de la République avait estimé qu'étant donné les immenses services rendus par Madame Kalsoum à la nation, il était hors de question de poursuivre son chien. Certains de ces musiciens étaient dans l'armée. Et du coup, ils n'avaient pas le droit de voyager sans une autorisation spéciale. Mais elle, il lui suffisait de prendre un papier, de le signer, et c'est sa signature qui leur servait alors de passeport. Un papier signé par Kalsoum, c'était comme un laissez-passer. Je crois qu'elle était tellement idolâtrée qu'elle est devenue une idole elle-même. Ça veut dire qu'elle se sentait idole. Quand on est un dieu ou une déesse, on ne se mêle pas au commun des mortels. Forte de ce statut, Kalsoum règne sans partage sur la musique égyptienne. Elle a notamment le pouvoir d'y faire et d'y défaire les carrières de ses musiciens. Le caractère Kalsoum, c'est manifestement un caractère tyrannique. Il y a même des moments où ceci peut apparaître au détour d'un concert, les concerts dans lesquels la bande magnétique a malencontreusement enregistré des instructions aux musiciens pendant le concert.
et où le public lui demande de répéter et où on imagine qu'elle est extatique avec un sourire merveilleux et d'un seul coup la bande magnétique conserve simplement d'une voix sèche, dernière phrase une dernière fois, chuchotée aux musiciens d'une voix implacable. Ou d'autres concerts dans lesquels un musicien a fait une erreur dans une reprise et où un glacial « qu'est-ce que tu as fait ?» est trahi par l'enregistrement. C'est une femme qui a eu des démêlés avec ses propres compositeurs et qui peut être très cruelle. On ne saura jamais très bien pourquoi elle a puni son luthiste et compositeur Mahmoud Al-Qasabghi, ce petit monsieur à moustache et à grosses lunettes, tassé sur sa chaise, condamné, alors qu'il est un musicien de très grande valeur, à être uniquement le joueur de luth de madame pour ses concerts. Elle lui gardera sa place, mais plus jamais ne l'autorisera à lui faire une composition. Plus jamais elle ne le chantera. Présente à chaque instant dans la vie de son peuple, Kalsoum devient pour lui une véritable icône. Le style Kalsoum est travaillé dans le moindre détail, jusqu'aux robes et aux accessoires qui lui permettent d'imposer son personnage. Son personnage s'est construit parce qu'elle a voulu s'abriter et pas se laisser envahir par les autres. Vous savez, c'est très difficile quand vous avez une foule passionnée qui vous dit « Allez, recommence !» et dit « Aouda, Aouda, recommence ce que tu viens de faire !» D'être concentré et de chanter aussi fort, aussi juste, aussi précisément qu'on doit le faire. Et ne pas se laisser perturber. Et je pense que son personnage, c'est un personnage, c'est comme une sorte d'armure, quoi. Elle a ses lunettes pour ne pas voir, des lunettes noires. Elle a une armure, qui est sa robe, qui est une robe qui la couvre. Elle a son chignon qui est aussi un casque. Elle est armée. Riche et célèbre, Kalsoum compte de nombreux prétendants, dont le plus fameux est le poète Ahmed Rami. Amoureux d'elle depuis les années 20, il écrit pour elle 137 chansons, près de la moitié de son répertoire. Elle ne se donnera jamais à lui. Et la souffrance occasionnée par cet amour déçu deviendra la source d'inspiration de cette étrange collaboration artistique. Le pauvre, il l'a aimée, évidemment, il voulait l'épouser, il a composé pour elle. Pour lui, il y avait qu'un seul être au monde qui comptait, c'était Kalsoum. Il était payé pour faire les poésies pour les autres. Il ne le faisait pas. Kalsoum, ou bien il refusait. Les autres pouvaient le surpayer. Non, non, non. Il dit, il n'y a Kalsoum qui peut chanter ça. Elle y conduisait cet amoureux, mais elle le reconnaissait dans quelque chose d'extrêmement important, qui était son écriture. Donc elle lui restitue quelque chose d'énorme. Donc il y avait cette reconnaissance. Tu écris bien, au point que je vais te chanter. Parce que c'est pas n'importe quoi, en l'occurrence. Sans enfant et célibataire jusqu'à 50 ans, âge auquel elle décide d'accepter un mariage de raison avec son médecin, Kalsoum parviendra à garder secrète sa vie privée. Le respect qu'inspire celle que le public appelle S7, la dame, parvient à faire taire toutes les rumeurs que l'on ne manque pas de lancer à son sujet. On savait qu'elle était mariée à un médecin, mais moi, par exemple, je n'ai jamais vu une photo de cet homme, je ne sais pas à quoi il ressemblait. Je ne l'ai jamais imaginé ailleurs que sur scène. C'est-à-dire, quand elle n'était plus sur scène, ou la voix sur disque, c'est pas qu'elle disparaissait, mais il n'y avait pas le besoin de savoir où est-ce qu'elle habitait. Tous ses sentiments étaient dirigés vers la musique et vers ses chansons. Moi, je suis persuadé qu'elle n'a pas aimé vraiment un homme. Voilà, je le dis, je ne suis pas sûr, naturellement. Mais j'avais l'impression qu'elle n'avait pas aimé. Et qu'elle aimait les hommes de ses chansons. Elle a inventé l'amour, elle a inventé l'homme idéal, qui toujours était intouchable pour elle. Parce que c'était toujours l'amour malheureux. Et alors, elle a vécu comme ça, elle a vécu de cet amour imaginaire, de cet amour parfait. Je ne sais pas si elle était heureuse, en fait. Je pense qu'elle ne devait pas être heureuse. Elle n'était heureuse que quand elle chantait. Et c'est pour ça qu'elle chantait si bien. C'est au début des années 50 Kalsoum fait la rencontre décisive de Gamal Abdel Nasser. Enthousiasmée par son audace, elle mettra à chaque fois qu'elle le pourra son talent et sa célébrité au service de la cause arabe qu'il défend.
Cette période, elle va ouvrir dans la carrière d'Oum Kalsoum une deuxième phase, très nettement marquée, aussi nettement marquée que la première, avec, dans les années 50, ce qu'un politologue américain a appelé un moment d'enthousiasme. Le nasserisme a, pendant quelques années, réussi à créer un moment d'unanimité et un moment d'espoir très très fort. C'est une période quand même où le monde arabe sort de la colonisation. Donc il y a un espoir énorme, il y a des rêves sociaux, d'égalité sociale, de liberté, de souveraineté. C'est une période qui est le théâtre d'innombrables coups d'État, de renversements de régime, et également des désastres, et des défaites, et des affrontements. En 1948, la première guerre israélo-arabe inflige à l'Égypte une douloureuse défaite. Héros de cette guerre perdue, Nasser y acquiert une légitimité sur laquelle il fonde les prémices de sa carrière politique. C'est le creuset dans lequel se forge la prise de pouvoir des officiers libres, qui sont pour la plupart des anciens officiers de la guerre de 1948. Et c'est dans ce temps-là que, semble-t-il, se sont nouées les premières relations entre Kalsoum et Gamal Abdel Nasser. Ce sont tous les deux des paysans parvenus au sommet de l'échelle sociale, au sommet de la modernité, de l'instruction, de l'aspiration à la modernité. Ils sont frères et sœurs. C'est très clair qu'il y avait une histoire, on ne va pas dire amoureuse, mais qui relevait de ce type de rapport un peu amoureux. Emmenés par le général Neguib, secondé par Nasser, ceux que l'on appelle les officiers libres déposent le roi Farouk et prennent le pouvoir en 1952. Une révolution est en marche. Elle se fixe notamment pour but d'effacer les traces de l'ordre ancien, représenté par ce roi. Au moment de la Révolution, un officier a pris l'initiative d'interdire la voix d'Oum Kalsoum à la radio. Gamal Abdel Nasser l'a appelé et lui a dit en se moquant « Pourquoi t'as pas interdit aussi les pyramides ?» L'officier ne comprenait pas. Nasser a ajouté « Les pyramides existaient également avant la Révolution. Tu aurais pu aussi décider de les démolir. Il faut remettre tout de suite Kalsoum. » Et tout ça parce Kalsoum avait aussi chanté pour le roi. Après avoir déposé le général Neguib, Nasser prend en 1956 une décision hautement symbolique et lourde de conséquences, la nationalisation du canal de Suez. Le même jour, il fait diffuser sur la radio du Caire une chanson d'Oum Kalsoum qui devient le nouvel hymne national. C'est la consécration, c'est la preuve qu'elle est à la fois l'astre de l'Orient et la voix de la nation. Elle va être en plus la voix des Arabes. Et quand elle est en tournée à l'étranger, elle est la voix de l'Égypte aussi. Le nasserisme profite d'elle et elle profite du nasserisme. C'est un contrat, comme on dit actuellement, gagnant-gagnant. Dans le contexte de la guerre froide, la nationalisation du canal entraîne une attaque conjointe contre l'Égypte. Les Israéliens, les Français et les Anglais jugent que cette décision menace leurs intérêts. Au terme d'une guerre intense, Nasser obtient le départ définitif des Français et des Anglais. Un succès qui déchaîne la liesse populaire. La nationalisation du canal, c'est encore un de ces grands moments d'unanimité de la nation égyptienne, parce que depuis les années 1860, le canal, comme va le devenir la question palestinienne, c'est le symbole parfait du déni de justice qui est fait aux dominés par les puissances dominantes. C'était vraiment une revanche sur le colonialisme, sur l'aliénation, la dépossession de soi, etc. Pendant des années, la radio du Caire, qui était une radio extrêmement puissante, puisqu'elle était un des principaux outils de la politique nassérienne. Ils avaient installé une radio avec des émetteurs ultra puissants pour couvrir tout le monde arabe. Et quand même, tous les premiers jeudis du mois, le concert était retransmis, donc écouté par le monde arabe partout. Eh bien, il y a quand même, pour que vous voyez un peu le poids que ça a eu, Nasser n'a jamais prononcé un discours le même jour. Parce qu'il ne savait pas si elle n'allait pas lui piquer son public. Et les leaders ne pouvaient pas se passer d'elle. C'est-à-dire que si Kalsoum, par hasard, elle ne le faisait pas,
Mais si par hasard elle désapprouvait d'Ali Der, il aurait été limogé. Elle avait une puissance, une force terrible, le peuple l'adorait. C'est-à-dire quand on arrivait au pouvoir, la première chose qu'on faisait en Égypte, c'était d'aller voir Kulthum. Il y avait quand même une délimitation des territoires entre eux qui était très très nette. Il y a une photo qui est très belle, je ne sais plus où elle a été prise, mais c'est dans une salle, et on le voit, ce rapport. Ils se regardent tous les deux, il est en train de lui proposer de s'asseoir. Il est déjà aux 3/4 assis, et c'est très très clair, la façon dont les deux regards se croisent est absolument étonnant. En 1967, l'attaque surprise de l'aviation israélienne à l'occasion de la guerre des 6 jours ruine les espoirs de l'Égypte nassérienne de s'imposer contre Israël. À la défaite militaire s'ajoute un sentiment d'incompréhension et d'humiliation qui dépasse les frontières de l'Égypte et dont le contre-coup se fait ressentir dans l'ensemble du monde arabe. Elle est dévastée, le pays tout entier est dévasté, et ça s'entend y compris au niveau de sa voix. Clairement, après 67, Kulthum a une voix usée, beaucoup plus grave. C'est la voix que l'on voit dans les concerts filmés, et au-delà, les concerts de la tournée qu'elle va faire suite à la défaite de 67 pour trouver des fonds pour le pays. Résolue, selon ses propres mots, à transformer la défaite en victoire, Kulthum se lance dans une tournée de concerts au profit de la nation égyptienne. Dans des pays comme le Soudan, le Maroc et la Tunisie, où elle se produit pour la première fois, elle est reçue par des foules en liesse comme un véritable chef d'État. En novembre 1967, Kulthum fait escale à Paris, à l'Olympia, pour les 2 seuls concerts qu'elle ait jamais donnés dans un pays occidental. Conscient de la force symbolique de ce personnage, le général de Gaulle lui fait parvenir un télégramme chaleureux. « J'ai ressenti dans votre voix les vibrations de mon cœur et du cœur de tous les Français. » Lorsque, 8 jours avant, elle est descendue de l'avion au Bourget, et ça s'est su comme une traînée de poudre dans Paris et la banlieue, et à ce moment-là, tout d'un coup, devant l'Olympia, pendant 2 jours, il y a eu une queue de 200 mètres de gens qui venaient, qui étaient prêts à payer n'importe quel tarif. On a eu des gens les plus extraordinaires, puisqu'il y avait un prince de l'Arabie Saoudite qui s'est déplacé en avion, il y a eu des charters qui venaient du Maroc, enfin c'était la folie pure. Et quand les 2 spectacles ont eu lieu, eh bien, les 2 spectacles étaient archi complets. Il faut situer un peu ces récitals qu'a donné Kulthum à Paris dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire la défaite arabe, très humiliante, traumatisante pour toutes les populations arabes. Et je suis allé à cause un peu de ce contexte. Et j'ai vraiment ressenti quelque chose de très très fort, cette communion qu'avaient tous ces Arabes de Paris et qui retrouvaient une sorte de sentiment de dignité, un sentiment d'unité face à ce traumatisme. On sentait que dans ce récital, l'enjeu dépassait de loin le côté musical. Je n'ai jamais vu aucun artiste avoir une... C'est même pas une ovation, c'est une dévotion. Une dévotion à ce point-là. Même les grands concerts de Prince, de Michael Jackson, ça n'a strictement rien à voir. Là, on est dans une chapelle, on est une chapelle extraordinairement populaire, extraordinairement chaleureuse. D'abord, il y a une notion de respect à l'égard de cet artiste. Le rideau s'ouvre, elle est assise dans sa robe verte, au milieu de 25 musiciens, tous en smoking. Et dans la salle, c'est un rugissement. Et tous, ils lui parlent. Ils lui disent « Habibi, Habibi ». Mais qu'est-ce que ça veut dire, Habibi? Il dit « Je t'aime, je t'aime ». C'est vraiment un acte d'amour entre un public, mais vraiment à un niveau hors du commun, et une personnalité qui reçoit ces applaudissements, ces marques d'amour, avec une dignité. Elle reste calme, posée, le visage ne bouge pas. Elle chante 3 chansons, ça durait jusqu'à 3 heures du matin. Vous pouvez imaginer, ce sont vraiment des choses extrêmement importantes qui ont marqué ma vie. Et je pense que les années peuvent passer et ce souvenir-là ne va pas s'effacer de sitôt.
tout ce public extrêmement populaire et d'un raffinement musical qui étonne, qui émerveille. Et c'est vrai que tant qu'on n'est pas rentré dans cette salle de spectacle, je crois qu'on ne peut pas avoir une idée de ce que peut être le monde islamique. Chaleureux, intelligent, subtil, poète, émotif, les gens pleurent. Les gens rient quand elle a une variation étonnante ou intelligente. Les gens rient, applaudissent, ils sont entièrement dans la musique. C'est la plus étonnante soirée à laquelle il m'a été donné d'assister. Et malgré cette guerre israélo-égyptienne, on constate à quel point la musique dépasse le cadre, car dans la salle, de nombreux juifs séfarades sont là pour applaudir et profiter de cette voix unique dans laquelle ils ont tous été élevés. Parce que tous les juifs d'Afrique du Nord, au même titre que les musulmans, la grande chanteuse, le moment exceptionnel, c'est Kalsoum. C'est incroyable la chance que j'ai eue d'avoir pu assister à ces 3 jours de concert. C'est une chose qui m'a marquée pour la vie. Là, une fois qu'on a vu ça, je crois qu'on a tout vu. Et tout le reste, après, ça sera moins bien. Ça sera bien, ça sera moins bien. Elle n'avait pas le droit de mourir parce que c'était pas inhumaine, c'était quelque chose de puissant. C'est des moments où la foule arrache la dépouille aux officiels. C'est-à-dire que la foule reprend possession de celui qui vient de partir. Comme un dernier acte pour dire « elle m'a appartenu, elle est à moi ». Il y a une page qui a été tournée. Et ça, les foules le ressentent de façon presque intuitive, par leur tripes. La page qui est en train d'être tournée, on la retient quelques derniers instants. À sa mort, je me trouvais à Paris. Et un ami m'a demandé « Qui pourrait remplacer Kalsoum ?» Et moi, j'ai répondu « Personne. Personne parce que quand le soleil s'est éteint, même la lune doit cesser de briller. » شمس الأصيل ذهبت خوص النخيل نيل تحفة. Les jeunes, ce qu'ils aiment en fait, c'est le genre de chanteuse à moitié nue, là. Et quand je leur demande « Kalsoum », ils te disent non. Mais pourquoi non? Moi, je crois qu'ils devraient vraiment l'écouter. C'est elle la meilleure. En fait, le style qu'ils aiment, c'est le genre, tu sais là, comment... C'est quoi déjà ce mot? Le style sexy, quoi. Et vous? Bon, écoutez, je vais vous dire. Je la connais, mais par contre, voilà, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui connaissent Kalsoum. Moi, perso, j'aime bien. J'ai découvert dans la voiture de mon père avant, des cassettes, tranquillement. On dit que c'est un peu ringard, mais il faut écouter les paroles. C'est un petit peu comme Jacques Brel, comme Edith Piaf maintenant. Les jeunes, ça te dit, ouais, non, c'est pas bon, quoi. Mais c'est de la bonne musique. C'est pareil, c'est une image, quoi. C'est la base de la musique orientale, disons. Même moi, parce que maintenant, chaque année, je rentre en Égypte une fois. Souvent, il y a beaucoup de jeunes égyptiens, les jeunes de 18 ans, 20 ans, 21 ans, sont attachés, sont vraiment toujours Kalsoum. Maintenant, à mes concerts, quand je chante du Kalsoum, il y a des jeunes qui viennent me voir. Chérif, Ahmed, Noah. Et du coup, ils viennent avec leurs amis. Avant, c'était pas le cas. À mes concerts, il y avait plutôt des vieux. Quand j'étais petite, je la voyais à la télé. Mais ça ne m'intéressait pas. Parce que ces chansons sont compliquées à comprendre quand on est petit.
C'est en grandissant, quand tu arrives à l'adolescence, tu vois, quand tu commences à aimer. C'est là que j'ai commencé à écouter Kalsoum, à vraiment l'écouter. Moi, à vrai dire, je trouve rien de spécial chez Kalsoum. Mon père aussi, il aime même trop Kalsoum, mais moi, ça me dit rien du tout, en fait. Toutes les babes là, ils adorent Kalsoum. Peut-être le vieux, oui. Je suis d'accord. Et les jeunes aussi, mais des fois, je sais pas, le jeune, généralement, on commence à écouter Kalsoum à partir de la première histoire d'amour, plutôt à partir de la déception. Et là, je sais pas pourquoi, c'est un peu triste. On parle beaucoup de la personne aimée, tout ça, donc voilà, c'est là quand on commence à ressentir ces sentiments-là, on est bien dedans, quoi. On se sent vraiment dans l'histoire, on commence à imaginer des choses, à rêver peut-être aussi. La chanson est à Amri, il y a eu un remix, et tout le monde trouve ça super. C'est vrai, c'est réussi, mais si tu écoutes l'original, ça n'a rien à voir. Le remix est agréable à entendre, mais quand tu écoutes l'original, c'est fantastique. Bien sûr, l'original est beaucoup mieux, mais n'empêche que c'est classé numéro 1 dans toutes les compiles. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est notre base. Elle représente l'Égypte. C'est comme si Kalsoum, c'était nos racines, en fait. À partir de ces racines, il y a un arbre qui a grandi. Et nous, on est là comme les petites branches de l'arbre Kalsoum. في صفحتك يا جميل في صفحتك يا جميل في صفحتك يا جميل يا جميل يا جميل